Alexander Hamilton et le système américain d'économie politique. Première partie, rapport sur les manufactures. Alexander Hamilton compte avec Benjamin Franklin et George Washington parmi les principaux pères fondateurs des États-Unis. Jeune encore, pendant la Révolution américaine, il fut aide de camp du général George Washington. Par la suite, il fut un des principaux artisans de l'union entre les différentes colonies et un des défenseurs les plus importants de la présente Constitution américaine, qui reste un des plus remarquables documents législatifs de l'histoire de l'humanité. Il a de plus été le premier secrétaire au Trésor des États-Unis et, dans cette fonction, il a jeté les bases de ce qui est devenu le système américain d'économie politique de John Quincy Adams, Abraham Lincoln, William McKinley, Franklin Delano Roosevelt, John F. Kennedy et Lyndon LaRouche. Système qui est absolument opposé au système de l'Empire britannique tel qu'exprimé par Adam Smith. Dans les 3 capsules que nous proposons sur les politiques économiques d'Hamilton, nous allons présenter successivement les 3 rapports qu'il a écrits pour le Congrès américain, lesquels, s'ils étaient compris aujourd'hui, permettraient de sortir de la dépression économique profonde dans laquelle les politiques de l'Empire britannique ont plongé l'Europe et l'Amérique du Nord. Bien que d'autres économistes, Leibniz et Colbert par exemple, aient ouvert la voie menant à une véritable science de l'économie, l'intervention d'Hamilton a une envergure et une profondeur uniques. Rejetant l'idée de laisser faire, il montre comment le gouvernement doit diriger l'économie en fonction de l'intérêt général. Si ses conceptions économiques et celles d'Adam Smith sont diamétralement opposées, cela tient à ce que leur conception de l'homme est tout aussi opposée. Alors que pour Smith et ses disciples, le moteur du profit est la cupidité des gens, pour Hamilton, c'est plutôt leur créativité et leur désir naturel d'avoir une vie utile pour la société et la postérité. Les idées de Smith mènent à une économie dominée par des gens cupides qui règnent sur une population abrutie, tandis que celle d'Hamilton génère une économie prométhéenne, une économie où le potentiel créateur de la population peut s'épanouir pour le plus grand bien de l'État et où la tâche principale du gouvernement est de favoriser ce processus. Et c'est ainsi que les États-Unis se sont développés de la façon exceptionnelle qui les a caractérisés jusqu'au moment du meurtre de John F. Kennedy. Dans son rapport sur les manufactures de 1791 que nous présentons ici, Hamilton répond au Congrès américain qui, au lendemain de la guerre d'indépendance, veut connaître les meilleurs moyens de développer des manufactures de manière à protéger l'indépendance militaire et économique des États-Unis. Dans sa réponse, qui vise non seulement à éduquer le Congrès mais aussi l'ensemble de la population, où se sont, hélas, propagées les idées d'Adam Smith, Hamilton va justifier la nécessité de protéger et favoriser les manufactures en général. Pour cela, il va montrer que, quoi qu'on en dise, 1. Il n'y a pas de preuve que l'agriculture soit plus productive que les manufactures. 2. Que les manufactures ne nuisent pas à l'agriculture, mais qu'au contraire, les 2 activités se confortent l'une l'autre. Et 3. Que les manufactures sont nécessaires à l'indépendance d'un pays. À l'époque d'Hamilton, beaucoup pensaient que l'agriculture était intrinsèquement supérieure aux manufactures, parce que, disait-il, le travail de la nature s'ajoutait à celui de l'agriculteur. Par conséquent, protéger un secteur manufacturier naissant à l'aide de taxes sur les importations, de subventions ou d'autres moyens revenait à hausser les dépenses de l'agriculteur pour les produits manufacturiers dont il avait besoin, ce qui le rendait moins compétitif vis-à-vis des producteurs étrangers. Dans l'argument qui suit, il faut comprendre qu'à cette époque, en 1791, les manufactures représentent le domaine par excellence de la créativité humaine, puisque le profit y est lié à l'innovation technologique, tandis que l'agriculture représente plutôt le domaine de la nature. Au début de l'exploitation agricole, il faut bien apporter des améliorations techniques, défrichage, irrigation, etc. Mais une fois ces travaux terminés, le niveau de technologie change peu. Hamilton s'attaque d'abord au mythe absurde selon lequel l'agriculture serait la seule et unique activité économique productive. Pour certains critiques, le produit du travail du manufacturier n'égalerait que sa consommation. Il ne serait donc pas productif.
S'il épargnait, disent ses critiques, ce ne serait qu'à force de privation. Hamilton répond que cela ne veut rien dire, que la même chose peut être dite des agriculteurs et que la vérité est que dans les deux cas, la production du pays est accrue. Hamilton ajoute que la production d'un pays peut être accrue de deux façons, en augmentant la quantité de travail et en augmentant sa qualité. Donc, comme les manufactures peuvent augmenter la qualité de travail par des avancées technologiques, et comme, si elles étaient protégées, elles attireraient de nouveaux immigrants, cela suffit pour prouver qu'elle est productive. Hamilton s'oppose ensuite à l'idée prédominante selon laquelle il serait prouvé que l'agriculture serait plus productive que les manufactures, en remarquant que 1. L'agriculture n'est pas la seule à utiliser la nature, les manufactures le font aussi, par exemple avec leur utilisation de l'eau et du vent. 2. Il est plus facile d'améliorer les manufactures par inventivité que les exploitations agricoles. 3. L'agriculture est saisonnière alors que les manufactures sont permanentes et continuelles. En fait, dans certains cas, elles fonctionnent même la nuit. 4. De plus, Hamilton note qu'il est absurde de prendre le travail des manufacturiers comme une chose uniforme. Il est évident que certaines manufactures sont plus productives que d'autres. Et de même, certaines sont plus productives que certains types d'exploitation agricole et d'autres non. La question de savoir si à travail et capital égaux, ce sont les manufactures ou l'agriculture qui rapportent le plus, est pratiquement impossible à déterminer. Sans compter que pour porter un jugement compétent, il faudrait aussi prendre en compte le prix que les diverses denrées rapporteront à l'étranger à un moment particulier. Hamilton conclut donc que, contrairement à l'opinion prédominante, on ne peut pas prouver que l'agriculture soit plus profitable que les manufactures, et qu'il n'y a donc pas de preuve que les manufactures divertissent le travail d'une activité plus profitable à une activité moins profitable. Par contre, sur la deuxième question, de savoir si les manufactures rendent le travail de toute la communauté plus profitable qu'il ne le serait autrement, Hamilton montre que c'est absolument le cas. Il souligne premièrement que l'existence de manufactures permet une spécialisation des tâches, ce qui fait que le travail est fait plus rapidement et mieux que si le fermier faisait ses propres habits, ses outils, et ainsi de suite. Il dit ensuite que les manufactures permettent une plus grande utilisation des machines, qui constituent à toute fin pratique une force artificielle, qui s'ajoute à la force humaine pour constituer une main-d'œuvre supplémentaire qui n'a pas besoin d'être entretenue par un salaire. Sans manufacture, on transférerait à l'étranger l'avantage des machines. Troisièmement, il dit que les manufactures accroissent le nombre d'emplois disponibles, notamment pour ceux qui ne peuvent travailler dans l'agriculture. Travailleurs saisonniers, femmes, enfants, travailleurs de nuit, etc. Donc plus de travail pour une même population. Quatrièmement, le développement d'un secteur manufacturier favorise l'immigration. Ainsi, certains immigrants ne viendront s'installer aux États-Unis que s'ils peuvent exercer leur métier. Cinquièmement, le développement de manufactures crée une plus grande opportunité pour une diversité de talents. Il note, et je cite, que chérir et stimuler l'activité de l'esprit humain, en multipliant l'objet de ces entreprises, ne compte pas parmi les moins considérables des moyens par lesquels la richesse d'une nation peut être avancée. Sixièmement, et c'est un argument d'une extrême importance, l'existence d'un secteur manufacturier crée une plus grande demande interne pour les produits de l'agriculture, des foresteries et des mines qui ne seraient pas autrement utilisés. De cette façon, toute la nation devient beaucoup moins dépendante de l'étranger. Septièmement, du point de vue d'un capitaine de navire, vendre ses produits à l'étranger est beaucoup plus facile s'ils sont diversifiés, ce que permet des produits manufacturés. Il peut se permettre d'attendre sans vendre à perte. Hamilton conclut donc qu'agriculture et manufacture se complètent à merveille et qu'il faut développer un secteur manufacturier aux États-Unis, ce qui implique des mesures protectionnistes puisqu'un État de parfait libre-échange n'existe jamais. Pourtant, certains s'opposent à une aide gouvernementale en disant qu'une telle aide est contre nature et que le fermier et l'ensemble du pays y perdront. Et certains vont même jusqu'à dire que l'aide du gouvernement est condamnée à échouer en raison des conditions particulières qui règnent aux États-Unis. Pénurie de main-d'œuvre, coût élevé du travail,
et manque de capital. À ces derniers, Hamilton répond que dans l'est du pays, toutes les terres sont déjà prises et donc il y a une demande pour de nouveaux emplois. Et il ajoute que l'aide au secteur manufacturier augmentera l'immigration. Quant au coût élevé de la main-d'œuvre aux États-Unis qui rendrait la compétition impossible, Hamilton répond à cela que le moyen de réduire le coût du travail est d'utiliser des machines. Il ajoute qu'en plus, les produits européens ont un important désavantage puisqu'ils ont à payer pour le coût du transport vers l'Amérique, y compris le coût des assurances, ainsi que des tarifs à l'importation et à l'exportation. Les États-Unis pourraient donc épargner de 15 à 30% sur les coûts de production européens. Voilà qui compense pour le coût élevé du travail. Pour ce qui est du manque de capitaux aux États-Unis, Hamilton répond qu'il faut créer une banque nationale comme il l'a proposé dans un autre rapport. Hamilton remarque aussi que les arguments contre la possibilité de développer des manufactures aux États-Unis trouvent leur réponse dans le succès que connaissent déjà certaines manufactures, celles du fer, du cuir, du bois, du chanvre, de la brique, de la tuile, du papier, de la chaussure, du sucre, du savon, de la chandelle, du tabac et de la poudre, entre autres. Les opposants à l'aide aux manufactures disent aussi que si les manufactures sont vraiment utiles, alors il n'y a pas besoin de les aider, elles se développeront toutes seules. À cela, Hamilton répond qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les manufactures ont besoin d'aide du gouvernement. Premièrement, il est difficile d'entreprendre de nouvelles entreprises. Deuxièmement, l'habitude et l'esprit d'imitation empêchent les gens de se lancer dans de nouvelles entreprises, à moins que le succès soit clairement possible. Troisièmement, les premières tentatives contre les compétiteurs plus avancés sont toujours difficiles. Quatrièmement, il faut combattre la protection que les pays étrangers accordent, sous différentes formes, à leurs propres manufactures. Cinquièmement, si on attend, comme le voudraient certains, que toutes les terres soient cultivées pour que les travailleurs en excès se dirigent naturellement vers les manufactures, les États-Unis auront pris un retard tel qu'ils risquent de ne jamais pouvoir le rattraper. Finalement, l'absence de manufactures met en danger la sécurité nationale des États-Unis. Il y a encore d'autres objections. Selon certains, protéger les manufactures engendrerait des monopoles. Cela aiderait une classe de gens au détriment d'une autre, qui aurait pu acheter des articles à meilleur prix sur les marchés étrangers. Hamilton répond que la hausse des prix occasionnée par l'encouragement des manufactures domestiques est temporaire et qu'il n'y a pas non plus de monopole puisqu'une rivalité s'installera à l'intérieur du pays. Cela deviendra donc moins cher pour le fermier qui devra dépenser moins de travail pour acquérir les biens manufacturiers dont il a besoin. Cela augmentera en retour la valeur de son revenu et donc de sa propriété. Hamilton note aussi qu'il est impératif de développer une marine nationale pour protéger le commerce et que cela signifie que le pays doit se donner les moyens de construire des navires. Finalement, Hamilton remarque que la Révolution française et les bouleversements qu'elle a engendrés en Europe ont créé, au moment où il écrit, une période favorable aux États-Unis. Capitaux et immigrants sont plus faciles à attirer que dans des circonstances normales. Mais il faut éviter que le surplus de capital étranger se dirige vers les produits de luxe. Il faut donc favoriser l'utilisation de ce capital. Hamilton termine, n'en déplaise aux avocats du laisser-faire comme Adam Smith, en énumérant les moyens par lesquels le gouvernement peut encourager les manufactures. Premièrement, le gouvernement peut imposer des tarifs douaniers sur les produits manufacturiers étrangers. Non seulement c'est bon pour les manufactures, mais cela apporte des revenus supplémentaires au gouvernement. Par contre, il faut faire attention de ne pas taxer les matériaux qu'utilisent les manufacturiers. Deuxièmement, le gouvernement peut aussi carrément interdire les produits rivaux. Troisièmement, il peut interdire l'exportation des matériaux qu'utilisent les manufactures locales. Quatrièmement, il peut accorder des subventions. C'est un encouragement direct et très stimulant qui accroît les chances de survie d'une manufacture naissante. L'avantage sur les tarifs est qu'elle n'engendre pas la rareté. Certaines personnes détestent les subventions parce que c'est aider une classe contre l'autre, mais Hamilton répond que l'acquisition d'une nouvelle branche d'industrie est toujours précieuse pour l'ensemble de la nation. Cinquièmement, le gouvernement peut accorder des primes à la qualité. Sixièmement, il peut exempter les matériaux de tarifs douaniers. Septièmement,
le gouvernement peut promouvoir les inventions en récompensant financièrement les inventeurs et en leur accordant un privilège exclusif. Hamilton propose même d'étendre le privilège à ceux qui font venir des inventions aux États-Unis. Huitièmement, le gouvernement peut aussi garantir une qualité supérieure des produits manufacturiers grâce à des inspections. Neuvièmement, et cela a joué un rôle de premier plan pour le développement des États-Unis, le gouvernement peut améliorer le transport en construisant des routes et des systèmes de canalisation. Aujourd'hui, bien sûr, on parlerait non seulement de transport, mais de toutes les infrastructures qui améliorent le pouvoir des travailleurs. Aujourd'hui, comme l'économiste américain Lyndon LaRouche l'avait prévu il y a plus de 30 ans, les idées d'Adam Smith sont en train de causer la désindustrialisation et la destruction de la zone transatlantique. Cette destruction se serait répandue au monde entier si la Chine et d'autres pays n'avaient rejeté la prohibition britannique d'investir dans des grands travaux d'infrastructure et si elle n'avait entraîné les BRICS et la plus grande partie du monde dans cette direction. En accord avec les idées d'Hamilton qui disait que le gouvernement doit favoriser les inventions et les grands projets d'infrastructure, les BRICS ont tous un programme spatial et un programme pour développer la fusion nucléaire. Les BRICS parlent eux aussi de faire des accords de libre-échange, mais c'est dans une optique très différente de l'Empire britannique. L'Empire crée des accords de libre-échange pour exclure ses ennemis et les forcer à accepter son type de libre-échange qui vise à détruire la souveraineté des nations et le pouvoir des gouvernements, de façon à permettre le pillage de toutes les nations en faveur d'une oligarchie financière. Les BRICS, eux, entendent simplement libre-échange dans le sens de pouvoir commercer avec tous. Ils ne visent pas à détruire la souveraineté des nations. Il va de soi que dans l'intérêt de la planète, les gouvernements doivent protéger certains secteurs de leur économie, sinon certains pays ne développeraient jamais de secteur manufacturier. Ils n'auraient jamais accès aux nouvelles technologies et leur population resterait abrutie à jamais. Par contre, comme le disait Lyndon LaRouche dans son livre Earth, the Next 50 Years, il faut garantir que chaque pays agisse de concert avec les autres nations pour garantir que chaque être humain sur la planète ait accès aux ressources naturelles nécessaires à son développement et pour garantir que l'humanité continue sa marche en avant.